une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Ce podcast a été réalisé avec notre partenaire MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre ou échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Chaque année, 400 000 appareils photo ou vidéo usagés sont remis en circulation sur le site. En plus, MPB met l'accent sur la durabilité dans l'ensemble de son organisation, de l'emballage du matériel qui est 100% non plastique au don d'articles invendables, en passant par le recyclage bien sûr. Il y a un lien pour tester MPB dans la description de ce podcast et sur notre site. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ce qu'on voit, c'est une photographie qui n'est pas vraiment représentative de mon travail. D'abord par son format, 24-36, et puis par ce qui est montré, une vision qu'on a rarement occasion de vivre, et peut-être que sans doute c'est quelque chose que je reverrai pas. Des tripes sur une table, étalées, des mains de paysannes qui ont l'air de travailler la chair, un couteau, un chiffon qui est imbibé de sang. C'est une photographie que j'ai réalisée, je crois, en 2016, pendant que j'étais en train de réaliser une série qui s'appelle Saison Noire. Et ce jour-là, j'assistais à... Alors je sais pas trop comment on appelle ça, la tuerie du cochon, la mort du cochon. En tout cas, voilà, c'est ce que je souhaitais photographier dans un corps de ferme qui est pas très très loin de la maison, au bout de la route, dans un petit village, un hameau, un cul-de-sac. Il y a trois habitants dans ce village, dont un couple d'éleveurs. Et ce cochon-là, en 2016, je pense que c'est le dernier cochon qu'ils ont tué. C'est une pratique maintenant qui disparaît, qui est très rare. Et Saison Noire, c'est une série dans laquelle je fais le lien entre le passé, hier, mon enfance, et le présent. Et ce que j'ai été chercher, parce qu'il y a ce qu'on voit, donc ces tripes, l'animal mort, qu'on voit finalement, c'est un tel tableau, c'est très pictural. Moi je vois plus le cochon en fait, je vois ses intestins et puis les mains. Et ce que je souhaitais photographier dans la mort du cochon, c'était l'enfant que j'ai été. Alors moi je suis pas issu d'une famille paysanne, mais par contre j'ai grandi dans l'Aveyron, un petit village qui était à l'époque qui comportait un certain nombre de fermes dans le bourg même. Et quand à la fin de l'hiver, il y avait cette tradition de tuer le cochon. Les cris de l'animal, on les entendait de très loin. Et donc moi, dans mon lit, comme beaucoup d'enfants, au petit matin, je me réveillais en entendant le cochon qui crie très très loin. Et puis je me bouchais les oreilles et puis je m'enfonçais dans les draps. Donc voilà, cette photographie est importante pour ça, parce qu'on y voit quelque chose et puis elle dissimule plein de choses que l'on ne voit pas, mais qui sont là, tapis sous les tripes, dans les plis et dans le point des mains. Et alors, autre chose, ce sont des mains de paysannes et non pas de paysans, parce que en tout cas celle à laquelle j'ai assisté, cette mort du cochon, elle était assez codifiée. On sentait que derrière, il y avait des années de pratique, de culture, un savoir-faire, et avec une stricte partition des sexes et des tâches, avec d'un côté, dans la cuisine, les femmes, qui avaient la charge de vider les tripes, pour plus tard en faire la saucisse. Donc vider les tripes, j'ai cru comprendre que c'était sans doute ce qu'il y avait de plus pénible. Et puis de l'autre côté, dans le petit salon, les hommes qui étaient sur une longue table en bois avec toute la chair de l'animal et qui étaient en train de débiter la chair pour plus tard reconstituer toute la charcuterie. Un troisième détail qui ne se voit pas mais qui est bien là, l'une de ces paysannes, la maîtresse de maison, une vieille paysanne, a l'index coupé qui a été emporté. Je pense que c'était une jeune femme emportée par la manivelle du tracteur à l'époque où on démarrait les tracteurs à la manivelle. Et je trouve ça
cette main, ce doigt coupé, et puis on a l'impression qu'elles se battent. Les mains, en fait, il y a plusieurs mains, on ne sait pas trop si c'est une, deux, trois femmes, et on a l'impression qu'elles sont en train de se battre littéralement sur les tripes, sur l'animal. Et elle, avec son doigt coupé, même si on ne le voit pas, moi je le sais, et tout se confond. Les corps se confondent à l'animal, et avec les chiffons, et ça fait une scène que je trouve belle, terrible, et qui draine vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est une photographie que j'ai réalisée sans la voir. C'est-à-dire que j'étais à côté d'elle, debout, et puis j'ai pris mon appareil photo et je l'ai relevé les bras au-dessus de ma tête et j'ai pris comme cela 2-3 photos à l'aveugle. Et il y a une autre photo que je montre pas là, mais qui précède celle-ci, où on voit, c'est l'instant avant les mains, l'instant avant que le travail ne commence. On a vidé l'animal de ses entrailles, on a amené les tripes sur un grand chiffon, on a posé sur la table et on a tout assemblé. Et il y a cette image-là qui est une vraie nature morte, avec l'estomac, tout l'intestin grêle et tout le système digestif qui est enroulé et installé sur la table, bien rangé, bien ordonné. Je suis Julien Coquentin, photographe, né en 1976 dans l'Aveyron, où j'ai grandi dans un petit village dans la vallée du Lot, au pied de l'Aubrac. Un décor champêtre, de bois, de collines, de ruisseaux, la rivière qui traverse le village, des copains, beaucoup de liberté. On partait dans les collines, dans les cabanes, beaucoup de liberté, et puis un gamin un peu dissipé, pas très scolaire, souvent amoureux, et puis après une scolarité normale, tranquille. Après le lycée, fac d'histoire, 20 heures de fac d'histoire. Pareil, à cette époque-là, j'étais très amoureux, pas mal paumé, et puis des grèves étudiantes en 95 qui durent 4 mois. Et puis quand tout le monde repart en cours, moi en fait j'ai complètement décroché. Donc je retournerai pas en cours et puis je fais des petits boulots pendant une petite année. Je mets de côté et puis avec un copain on part pendant 5 mois en Indonésie. Et ça, c'est 5 mois qui vont bouleverser, qui bouleversent tout le reste parce que je suis paumé en partant. Et quand on revient, je sais qui je suis, je sais où je vis et je sais ce que je veux. Et je pense qu'à une seule chose, c'est de repartir. Alors je me dis un peu bêtement que peut-être si je travaille dans l'humanitaire, j'arriverai comme cela à mêler la liberté et puis gagner un peu d'argent, vivre. Donc je choisis le boulot d'infirmier. Et je pars comme ça sur des études d'infirmier à Marseille pendant 3 ans. Avec la seule ambition, un peu idiote, de partir. Après ça, je bosse pendant 7 ans à Paris. Et puis finalement, je ne ferai pas d'humanitaire. Mais je continuerai à bosser à l'hôpital. D'abord de jour, et puis parfois à toute fin de nuit. En mettant de côté et en partant à l'étranger, de ci, de là. Là, on est dans les années 2000 et puis à la fin des années 2000, j'ai l'occasion de faire l'acquisition d'un appareil photo, un réflexe, un numérique. Et autant j'avais employé la photographie précédemment dans mes voyages, mais avec le seul objectif d'immortaliser les lieux où j'allais pour me souvenir. C'était vraiment une photographie très fonctionnelle qui... c'était pas du tout pour raconter quelque chose et le fait d'avoir cet appareil photo numérique et donc de m'entraîner, de travailler, d'essayer de comprendre. Très vite, je me dis que c'est un outil formidable pour raconter des histoires. Je lis beaucoup, des livres photos. À cette époque-là, je me nourris beaucoup. Je vais dans la médiathèque, puis je prends tout. Je dévore le rayon photo. 2007 et en 2010, avec ma compagne et ma première fille, nous partons
à Montréal. Et c'est là, à Montréal, que va s'établir mes habitudes, en fait, mon confort de travail, mon dispositif qui est encore le même aujourd'hui, c'est-à-dire l'usage d'une part de 24-36 numérique et puis d'autre part le 6x6. Le moyen format, à l'époque j'avais acheté un Yashica Mat 124, ouais, un appareil photo que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'avant de partir, quand j'étais à Paris, à force de consommer les livres photos, j'ai fini par comprendre que ce que j'aimais, c'était de photographies qui étaient réalisées avec un objectif lumineux. J'avais gagné des concours, donc je m'étais équipé comme cela. Et donc j'avais un Nikon, et à l'époque, bon, encore maintenant, l'objectif le plus lumineux du Nikon, c'est le 50 mm. Et donc j'ai fait l'acquisition d'un 50 mm, et là j'ai rencontré et l'objectif lumineux et le 50 mm qui m'a plus quitté. C'est vraiment une focale qui me correspond parfaitement. Plus tard, je vais essayer de changer, de passer un petit peu au 35 mm, mais en fait non, je suis vraiment dans mon élément avec le 50 mm. Et je comprends aussi que j'aime vraiment beaucoup les photos carrées, donc 6x6, en couleur. Et à l'époque, c'était la Kodak Portra, VC, NC. Donc voilà, c'est une fois que j'ai compris ça, quels outils, et que je les ai eus, eh bien, les choses vraiment ont commencé. J'ai arrêté finalement. J'ai pas vraiment cessé, mais j'ai moins regardé le travail des autres, même si je le regarde toujours, hein. Encore aujourd'hui, je m'en nourris et j'adore que les autres me donnent envie. Mais j'ai moins regardé et j'ai commencé à raconter et à travailler sur des séries relativement longues. J'ai d'un côté un boulot dans lequel je vis des choses intenses à l'hôpital, et puis qui me nourrit. Et puis de l'autre, ce qu'on peut appeler une passion, en tout cas une pratique qui s'empare de moi, quoi, et qui me permet à côté bien de raconter des petites histoires. Alors à l'époque c'était plus des petites séries, j'étais vraiment pas sur des travaux sur le long cours. Et ces deux activités-là, je les ai jamais réellement mêlées. C'est vraiment deux entités qui ont existé côte à côte. Au boulot, personne ne savait que je photographiais. Je n'en parlais jamais. Pourtant, j'y pensais très souvent parce que, évidemment, quand on photographie, même quand on n'a pas d'appareil dans les mains, des images, on en voit passer devant les yeux beaucoup, beaucoup. Et quand on est près des autres, près des corps, et puis voilà, enfin, dans le soin des images, elles sont nombreuses. Donc j'y pense beaucoup, mais par contre, je prends soin de ne pas croiser les deux. Alors je ne sais pas trop pourquoi. C'est quelque chose sur lequel je me suis interrogé. Est-ce que j'avais envie de photographier des infirmières? Est-ce que j'avais envie de photographier un service d'urgence? Est-ce que j'avais envie de photographier des gens qui souffraient ou des gens qui étaient joyeux de partir de l'hôpital? Est-ce que j'avais envie de photographier tout ce milieu que je connaissais très très bien? Et non. Non, j'avais aucune envie de photographier. Cela. Quand j'étais à l'hôpital, en fait, je crois que je pouvais pas être photographe. C'est aussi simple que ça. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais infirmier. Et dans un service d'urgence, je crois que si j'avais eu un appareil photo dans les mains, sans cesse, en fait, j'aurais regardé est-ce qu'il est bien installé sur le brancard, est-ce qu'on est dans les clous, enfin. Voilà, sans doute j'étais trop infirmier dans le service pour pouvoir prétendre me détacher de la fonction et en raconter quelque chose de juste. J'étais trop dedans. Dans les premiers temps, je pense que le passage du jour à la nuit, peut-être, je ne me le suis pas dit à l'époque, mais probablement il est lié justement à la présence de la photographie qui est de plus en plus importante. Je travaillais de nuit en 12 heures. Et quand on travaille de nuit en 12 heures, on travaille moins de jours. Donc on a plus de disponibilité.
Et puis quand on travaille de nuit, souvent, c'est pas systématique, mais c'est vrai pour pas mal de gens, eh bien on dort moins. C'est-à-dire que moi, quand je rentrais au petit matin à 8h, 8-9h à la maison, je dormais pas 7 heures, quoi. Je dormais 3-4 heures. Et donc après, j'avais l'après-midi. Ou alors même, quand on sort d'une nuit de boulot, on est encore dans une espèce de ferveur, hein, il y a quelque chose de... Surtout quand on sort des urgences où j'ai bossé plusieurs années, on est encore pris dans le mouvement, donc on n'a pas vraiment envie d'aller se coucher directement. Et je partais souvent au boulot avec un appareil photo que je laissais dans mon casier. Et quand je repartais du boulot, c'était aussi parfois des moments de photographie entre l'hôpital et l'endroit où j'habitais, parce que généralement, en fait, je choisissais jamais un hôpital qui était très près de chez moi. J'aimais bien justement marcher ou prendre le métro, avoir ce temps de marche et de trajet entre le lieu où j'ai passé la nuit à travailler et le lieu où je vis. Ça fait 12-13 ans que je travaille sur le long cours. J'aime prendre mon temps. Je passe généralement 2-3 ans à travailler sur une même série. Je me suis assez vite rendu compte que de prendre son temps et de réfléchir et de cheminer tranquillement, bien évidemment, à la toute fin, on arrive à réaliser des objets photographiques qui sont accomplis. Prendre son temps, ça permet aussi de bifurquer, de faire demi-tour, de s'arrêter, voilà, de vraiment travailler tout son processus et je photographie toujours ce qui m'entoure. Mon environnement très immédiat. À Montréal, c'était les rues, c'était le quartier. Dans l'Aveyron, quand je suis rentré, saison noire, c'était vraiment les forêts qui étaient autour de chez moi, les fermes qui étaient à quelques kilomètres. J'aime ça. Je n'ai pas envie de partir trop loin pour photographier, a fortiori si j'ai tout sous la main. Puis ça me permet aussi peut-être de dépasser, d'aller voir peut-être des choses que je ne vois pas dans le quotidien. Parce que quand on marche dans une rue, on peut ne pas regarder grand-chose. Alors quand on photographie, on est attentif à beaucoup de choses. On est vraiment dans le monde et en même temps on est spectateur. On est dedans et un petit peu détaché. Et on observe et on essaye d'aiguiser son regard. Et c'est ça, et le temps long, sans doute, me permet ça de vraiment fouiller mon sujet. Et puis je sais pas, j'essaye de transcrire une certaine forme d'intimité, même quand j'ai photographié des lieux qui étaient lointains. Ils ne l'étaient pas parce qu'en fait, comme on partait plusieurs années, le lointain, l'exotique ne l'était pas longtemps. L'exotique finalement après est familier. Et le fait que ce soit familier autorise aussi cette plongée et d'aller au cœur des choses. Je reste pas juste sur le bord. Donc il n'y a jamais vraiment eu de lien entre mon boulot à l'hôpital ou chez les patients, chez eux. Il n'y avait pas de lien direct. En revanche, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des communications et que ma photographie, allait se nourrir de ce que j'avais vécu durant la nuit, de ce que j'avais vécu 2 semaines avant. Et un infirmier, c'est quelqu'un qui est très très près, qui est dans le soin de très grande proximité, tant dans la parole, dans les regards, et puis dans le toucher. On est tout le temps en train de toucher les patients pour les perfuser, pour les changer, pour les porter, pour les installer. Et cette proximité avec les autres, je crois, a donné de la chair à ma photographie. C'est-à-dire que les odeurs, le pot à pot du boulot, oui, a apporté... je sais pas, quelque chose, j'ai l'impression, c'est peut-être ce que je cherche, à apporter de l'organique à ma photographie. Parfois, on me dit que mes photographies de forêt sont sensuelles et font appel, oui, aux sensations, aux sens, et notamment à l'odeur. On me dit que l'on sent l'humus
Et je me demande, j'ai pas vraiment la réponse à cette question parce que c'est très compliqué, hein, déjà de regarder son travail et de le percevoir justement, mais je me dis que peut-être cette chose-là, de ressentir, de sentir, eh bien, c'est peut-être lié à mon vécu de soignant. Dans mes photographies, on est souvent le matin, très très souvent le matin, parce que la lumière est belle à ce moment-là, parce on est dans les débuts de journée, et souvent par chez moi, qui est un lieu pas mal vallonné, et puis je suis au-dessus du Lot. Il y a le Lot, la rivière, qui coule un peu plus bas, et donc la brume est très présente, elle est souvent piégée dans le lit de la rivière, et puis la brume remonte doucement, je la vois arriver, et donc c'est vraiment des temps qui me sont chers. Et puis je photographie aussi avec des appareils photo moyen format qui sont pas récents, des années 70-80, qui ont des vitesses qui sont pas exceptionnelles. On est sur 1/500e. J'aime photographier à pleine ouverture et donc je peux pas me permettre vraiment finalement d'aller photographier en plein après-midi avec un grand soleil parce que je serais vraiment dans l'incapacité de raconter ce que j'ai envie de dire. Donc oui, je m'impose souvent, enfin je m'impose pas, mais je fais le choix de partir durant, oui, ces heures matinales. En 2010, on décide de partir à Montréal parce que c'était simple. Infirmier, c'est facile de trouver du boulot. J'ai une petite fille. On s'installe et puis je commence à photographier donc avec ce nouveau dispositif, mais qui me plaît follement, du numérique et de l'argentique. Je me balade dans les rues. J'ai d'autres petites séries qui sont très médiocres. Et puis je photographie les rues. Notamment, je travaille dès le début de nuit aux urgences. Et pendant mes temps libres ou sur le retour du boulot, je photographie les rues ou le quartier, le week-end. Quand j'ai du temps libre, je sors. Et puis, je suis un Français avec un appareil photo et qui photographie les rues. Et il y avait vraiment des temps que j'aimais tout particulièrement durant la saison hivernale. Après une nuit de boulot, bosser la nuit aux urgences d'un grand hôpital, c'est la visiter cette ville par un biais qui est très particulier parce que il y a pas mal de gens qui échouent la nuit et ils échouent souvent à l'hôpital, aux urgences. Donc on les reçoit et on les installe. Donc certains viennent juste pour dormir, d'autres ont un vrai pépin de santé. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est dynamique et qui est très 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 vivant. Et donc toi tu es plongé là-dedans et tu es efficace et tu bosses et alors tu vois des choses ouais, qui sont rudes et puis en même temps tu vois plein de petites vies qui passent parce que ce que j'aime dans un service d'urgence c'est que l'instant d'avant celui qui arrive il savait pas qu'il allait arriver. Dans un service hospitalier les choses sont très codifiées, on arrive avec sa petite valise. Voilà, tout est déjà programmé. Là, non, là, le patient, celui qui arrive, il a encore un pied sur le boulevard et il a un pied aux urgences. Et ça induit un rapport à l'autre qui est très particulier, mais que je trouve très riche. Donc les nuits passent au contact des autres, donc au contact de toutes les humeurs de l'autre. Et puis toi, tu transpires aussi, donc il y a tes propres humeurs et tout ça se mélange. Et tu dors 1 heure. Tu as le droit de dormir 1 heure, tu t'installes sur un brancard, derrière un rideau, tu dors rapide là, et puis tu te réveilles, tu recommences ton boulot, et puis arrive l'équipe de jour, tu te passes les patients en gros, quoi, tu te dis ce qui s'est passé, et puis tu t'en vas, et puis tu pars pas en fait, c'est pas comme si tu laissais tout derrière toi, parce que tu es littéralement imprégné en fait des autres. C'est que tu es poisseux, mais en fait tu as ta propre poisse, et tu as la poisse des autres qui te tient à la peau. Tu jettes ta tenue, et même malgré ça, tu es encore plein des autres. Et puis l'hiver, tu sors, tu ouvres la porte, il faisait chaud, il y avait du bruit, et
D'un coup, tout est blanc. Peut-être la neige tombe, la brume. C'est silencieux, pas toujours, mais un infirmier, ça bosse 2 week-ends par mois. Donc quand tu sors de l'hôpital le dimanche matin, il n'y a personne dans les rues. Hein. Et, dans la semaine, oui, dans la semaine, tu remontes le courant. Il y a beaucoup de monde qui vient bosser à l'hôpital. Donc tout le monde arrive quand toi tu pars et toi tu remontes le courant. Et le dimanche ou le week-end, il n'y a personne. Et tu sors de quelque chose qui était plein pour arriver oui, à du vide. T'entends la neige. Non, tu l'entends pas la neige. En tout cas, tu as l'impression de l'entendre. Mais tu as la neige qui tombe doucement, t'entends tes pas. Là, dans la neige, et puis tu as l'appareil photo, tu prends quelques vues, et j'ai souvenir de moments qui étaient d'une poésie vraiment, vraiment folle. Vraiment folle. Et ça a donné le titre à la série, parce qu'en fait, à force de photographier la rue, je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire quelque chose. Ou enfin non, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, mais je voulais la rassembler dans une seule série, comme ça, qui était faite pour m'entraîner, voilà, pour m'entraîner à photographier, pour tester, pour apprendre. Et j'étais tombé sur un bouquin de Depardon, qu'il avait intitulé Paris Journal, des photographies noires et blancs, et qui consistait à... Il avait mis là-dedans toutes les photographies qu'il faisait dans un à côté, tout ce qui n'était pas professionnel, toutes les photographies voilà, faites comme ça pour le plaisir. Et j'ai bien aimé l'idée, et je me suis dit, bah tiens, moi je vais faire mon... modeste, hein, j'ai pas, voilà, il n'y avait pas j'ai juste repris le processus, l'idée, et voilà, j'ai réuni ces photos dans quelque chose qu'au début j'appelais le journal de Montréal, je crois. Et puis à cette époque-là, je me suis intéressé à un peintre, à Hopper. Et puis il y avait une peinture qui n'est pas la plus importante, qui n'est pas la plus belle, qui n'est pas la plus forte, mais qui me parlait pas mal. On voit une rue avec des motifs très américains. On voit tout de suite que c'est une rue américaine. Et je pense qu'il a peint cette rue, cette devanture de magasin. Il devait être sur le trottoir d'en face. Il avait mis son chevalet et il a peint ce qu'il voyait en face sur le trottoir. Et moi, c'était un positionnement. Je suis un peu sauvage et donc ouais, dans la photographie, je me tiens à distance généralement. Pas toujours, mais dans la rue, en tout cas, je me tiens quand même à distance des autres. Et c'est vrai que d'un trottoir à l'autre, c'était un positionnement qui m'était assez habituel. Donc, j'avais l'impression en fait que cette peinture-là, eh ben, j'aurais pu photographier exactement la même chose. Et cette peinture, elle s'appelle Early Sunday Morning. À Montréal, je continue à me nourrir vraiment de livres de photographie. On a pas très loin de la maison, on a une médiathèque qui est dans une église, dont je dévore les livres de photos. Et puis à cette époque-là, je crois en 2010, un livre sort qui s'appelle Face au silence de Christophe Agou, photographe hélas aujourd'hui disparu. Un livre et une série qui est poignante, qui percute. Il a photographié un monde rural très rude. Et de découvrir ces lumières, cette proximité, cette manière de raconter, je savais que j'allais rentrer, qu'on allait retourner vivre dans l'Aveyron, moi que j'avais quitté déjà depuis 15 ans, quoi, peut-être. Je savais pas trop, je craignais de n'avoir rien à raconter, parce que je connaissais trop l'endroit. Et donc j'ai commencé à réfléchir et de découvrir ce travail-là, ça m'a donné, je sais pas, est-ce que ça m'a donné les premières couleurs des scènes? En tout cas, je me suis dit, il y a quelque chose à raconter, je vais pas faire de Face au silence, parce que c'est son travail, mais il m'a donné envie de travailler sur la paysannerie et sur la ruralité, et je me suis dit que peut-être de le prendre sous le prisme du retour sur une terre natale, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à raconter.
Alors la chose ne s'est pas faite de manière aussi, justement aussi évidente, hein. Quand je suis rentré, c'était compliqué, hein, j'avais envie de repartir, je savais pas trop ce que je faisais là. Heu, on est rentré, c'était l'hiver, entre-temps, on était partis 6 mois, toute la famille, avec ma une 2e fille qui était née à Montréal. On était partis 6 mois en Asie, sur l'île de Bornéo. Donc là, en fait, il y avait eu ce laps de temps, asiatique entre la vie américaine et puis, le retour, dans l'Aveyron. Et c'est vrai que le retour, j'ai mis un peu de temps, je continue à bosser en tant qu'infirmier, de nuit toujours, voilà, pour avoir le temps de me consacrer à la photographie, de jour. Et puis, donc j'ai cherché, je me suis demandé qui j'allais photographier, quel corps de ferme j'allais photographier, quel paysan j'allais photographier, puis qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais raconter dans cette série. Et puis il y a eu un élément déclencheur, je crois, qui a apporté pas mal. Dans le déménagement, quand on a aménagé dans notre nouvelle maison, je transbahutais une table de nuit sur mon épaule, et puis je la tenais à l'envers, c'est-à-dire que le tiroir, il a chuté. Il y avait un tiroir de la table de nuit a chuté. Et quand j'ai posé la table de nuit par terre, avant de remettre le tiroir, en fait, je me suis accroupi et je me suis rendu compte en fait qu'au fond du tiroir, qui était vide, là, le tiroir était dans ma main, au fond, en fait, il y avait un vide, un espace, un double fond. Et j'ai plongé ma main en fait dans ce double fond et j'ai senti des objets derrière, donc qui étaient dans cette table de nuit. Je ne savais pas dont j'ignorais tout. Alors c'était vraiment des choses anodines, hein. Il n'y avait pas rien d'exceptionnel. Il y avait une photographie de ma mère quand elle était jeune femme. Il y avait une prescription qui datait, je crois, des années 50. Du papier, comme du papier cigarette long, qui servait à nettoyer des verres de lunettes. Et puis il y avait quelque chose, peut-être le plus anodin, mais finalement le plus décisif dans l'histoire. Il y avait une bourre de coton. Alors c'était pas un coton blanc immaculé comme ceux qu'on trouve aujourd'hui. Alors c'était un coton un peu jaune. Alors, est-ce qu'il était jaune déjà à l'origine ou est-ce qu'il était jaune avec le temps? Parce que c'est sans doute un coton, c'est des choses qui étaient là depuis, dans ce double fond, qui étaient là depuis peut-être 20, 30, 50 ans, 60 ans, j'en sais rien. Et ce coton-là, je l'ai porté à mon nez. Et en fait, j'ai eu un choc, ouais, un choc assez sensationnel. C'est-à-dire qu'il y avait toute l'odeur de chez ma grand-mère. Et j'étais là, debout, comme un con, devant la maison, avec le coton, mon nez plongé dans cette bourre de coton. Et j'étais redevenu un gamin et j'étais dans sa maison, un dimanche peut-être. Et ça, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, ça commence maintenant en fait. La série, elle commence maintenant. Tes 2 enfants, en fait, ils sont en train de vaquer dans un paysage que toi, tu as connu gamin, qui n'a pas beaucoup bougé. Sauf que maintenant, c'est eux qui s'en sont emparés. Et puis tu vas essayer en fait de parler de ça, de cette mémoire qui se transmet en fait de manière directe, en parlant, en racontant, en enseignant aux autres, en donnant. Et puis cette mémoire aussi qui se transmet de manière mystérieuse et curieuse, avec un tiroir qui tombe. Et puis essayer de faire le lien entre cette génération de ma grand-mère, qui était née dans les années 1910, qui était au moment où je trouve toutes ces choses dissimulées derrière le tiroir. Ça fait 5 ans que ma grand-mère est morte. Mes filles ne l'ont pas connue. Et donc je vais essayer de tracer un trait par la photographie, peut-être en écrivant aussi, entre mes filles et puis cette personne disparue. Et donc je vais essayer de photographier des vieux paysans. Ma grand-mère n'était pas paysanne, mais j'avais quand même envie de parler de la paysannerie. Donc voilà, des êtres qui... Ouais, c'est ce qu'on appelle vieux et vieilles. Donc je vais travailler pendant 3 ans sur un territoire très restreint autour de chez moi. Un rayon de 10-15 bornes, parfois très proche, auprès surtout d'un couple d'agriculteurs et puis un vieux garçon, sourcier, vieux paysan qui vivait tout seul dans sa maison sur cette route où moi je vis aujourd'hui, donc à
et eux, ils étaient à 2-3 kilomètres. Je vais les photographier, et puis voilà, pendant 2-3 ans, je vais raconter quelque chose qui a un pied dans le corps de ferme, un pied à la maison et un pied dans la forêt. Et puis je vais écrire à côté, et je vais rassembler ça sous le titre Saison Noire, parce que je savais que j'allais parler, que ce travail-là aurait un rapport avec le temps, donc j'ai cherché un mot qui exprimait ce passage-là. J'ai photographié sur plusieurs saisons, où elles sont marquées, hein, l'hiver, l'automne. On voit les saisons passer dans le livre. Et noir, parce que je les ai considérées plongées dans le passé, dans quelque chose en fait qu'il me fallait aller déterrer, et puis démêler, et puis voilà, plonger dans quelque chose d'obscur pour tirer vers la lumière ces saisons. Et donc dans ce livre, pour la première fois, j'ai mêlé de manière discrète mais en même temps très présente quelques textes. C'est une nécessité, mais je ne sais pas encore si c'est l'outil qui m'est nécessaire, si c'est l'appareil photo, si c'est cet art-là, la photographie, ou si c'est le désir, le besoin d'être créateur, de créer, de raconter. Ça, j'ai pas la réponse à cette question. Peut-être que plus tard, je poserai mon appareil photo pour ne plus jamais le reprendre, et puis je me servirai d'autres outils, je n'en sais rien. Ma photographie, elle a vraiment un seul objectif, c'est de raconter une histoire. C'est pour ça que je prends mon temps, et c'est pour ça que je travaille que dans un processus de série. Je fais presque jamais une photographie isolée. Une photographie seule, ça n'existe pas en fait. Ça peut pas exister dans ma photographie, hein, dans ma manière de pratiquer. La photographie seule n'existe pas. Souvent, je me satisfais pas de la photographie. Il manque quelque chose en fait. Et j'ai besoin de... Alors après, il y a plusieurs écoles. Il y a vraiment des photographes qui ne veulent pas, qui s'y opposent et qui n'ont pas besoin. Et je comprends, hein, et qui disent non, ma photographie, elle est là, elle raconte. Il n'y a pas besoin de mots, pas besoin d'explications, pas besoin de légende. Alors, moi, il n'y a pas de légende. Hein, comme une photo seule chez moi n'existe pas, il n'y aurait vraiment aucun sens à légender de manière individuelle comme cela des images, ça n'aurait aucun sens. En revanche, j'ai pris l'habitude depuis maintenant assez longtemps, presque, ça fait 12-13 ans, peut-être depuis le début. Depuis le début, j'ai écrit à côté. Alors la chose a tendance à s'imposer avec encore davantage de force. J'écris de plus en plus. Et je crois, oui, parce que j'ai l'impression que mes photographies ne se suffisent pas à elles-mêmes. Parmi ces textes, qui étaient tous des textes, des récits réels, qui partaient de choses vécues, je m'étais amusé à mettre un petit texte de fiction. Je raconte en fait un petit village avec quelques dizaines d'âmes ou quelques centaines, et puis un type que les autres voient de temps en temps partir dans la forêt, et puis on ne sait pas trop où il va, et un type un peu à part qui reste dans son coin, et puis un jour il part en fait, et puis et les autres avaient essayé de le suivre pour voir un petit peu où est-ce qu'il allait, et puis sans savoir, sans réussir à le rejoindre, parce que je disais que c'était un gars en fait qui marchait bien et vite dans la forêt, et que donc comme un animal sauvage, il les semait. Et un jour, je raconte que ce gars-là, en fait, il a disparu, puis il n'est plus jamais revenu. Et que tous les autres habitants, en fait, étaient là, interloqués, à se poser des questions. Et puis, et voilà. Et je disais pas plus que ça. Comme si c'était une chose qui avait existé. C'était un petit mensonge dans ce livre-là, et ça m'a plu, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y avait quelque chose d'un peu enfantin, comme une mauvaise blague, comme je sais pas, quelque chose j'ai joué un tour, quoi, en fait. J'ai joué un tour aux autres en mettant ce petit texte de fiction. Et au bout de 3 ans, quand la série s'est achevée et que le livre est sorti, on avait dans l'idée à nouveau de repartir, peut-être une dernière fois.
On venait d'avoir un troisième enfant, un petit garçon. À cette époque-là, j'entends parler aussi de l'arrivée d'un loup, un loup mâle sur le territoire. Mais bon, l'information, je la trouve stupéfiante, mais elle se fiche dans ma tête. Mais on a l'ambition de partir, donc elle est là. L'information fait son nid dans ma tête, mais pas plus. Mais le fait d'avoir écrit ce petit texte de fiction, j'ai envie. J'ai envie de me consacrer un peu davantage à l'écriture et puis peut-être en fait d'écrire quelque chose qui ressemblerait, ou de photographier quelque chose qui ressemblerait à une fiction photographique. On décide de partir à La Réunion, toujours parce que infirmier, il y a des facilités, voilà, c'est simple de partir. Donc on part vivre à La Réunion pendant 2 ans. Alors là, je pourrais faire presque la même chose. En fait, je pourrais photographier La Réunion dans la brume, ses paysages, trouver peut-être des paysans et photographier mes enfants, mais j'ai pas envie de ça parce que je vais me répéter, je vais faire exactement la même chose, sauf que les paysages seront sensiblement différents. Et je me dis que si je mets ça sous l'angle de la fiction, alors oui, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas si ce que je vais faire sera intéressant. Par contre, c'est quelque chose sur lequel j'ai bien envie de travailler pendant les 2-3 prochaines années. Donc on habite à La Réunion. Et puis là, je photographie comme à mon habitude. J'ai vraiment toujours les mêmes habitudes, comme un petit vieux. Je photographie les choses qui m'entourent et j'écris des fictions, des nouvelles. Je vis à La Réunion, mais dans mes fictions, je ne parle pas de La Réunion. Je recrée une île. Je m'inspire de La Réunion, mais je ne parle pas de La Réunion. Et j'écris comme cela 5 nouvelles où j'installe des personnages, des atmosphères, des ambiances calmes. Il y a quelque chose d'apaisé au début. Et petit à petit, j'essaye d'imprégner mes récits de quelque chose d'une inquiétude. Il y a quelque chose qui se passe et puis petit à petit, en fait, je me plais à littéralement désintégrer tous les personnages que j'avais inventés. Enfin, je fais ce qui m'est impossible en photographie, c'est-à-dire que je crée quelque chose que je désintègre littéralement l'instant d'après. Donc ça sera vraiment l'écriture à cette puissance-là en un instant, de permettre à celui qui est en train de raconter de faire ce qu'il veut. Toutes les nouvelles ont été écrites sur place, à La Réunion, donc je photographiais et j'écrivais en même temps. J'ai essayé parfois de mettre certaines photographies dans mes textes. C'était plus compliqué de photographier ce que j'écrivais. C'était plus dans ce sens-là. Je sélectionnais mes photographies et puis j'essayais parfois, oui, de les faire entrer dans le récit écrit. Et puis tout au long de l'écriture, moi j'envoyais tout ça à mon éditeur parce qu'on a un rapport très particulier tous les deux, et ce depuis le début. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres éditeurs, mais moi j'ai besoin de lui montrer dès la première image et jusqu'à la dernière, dans le temps où je suis en train de réaliser la série. Donc quand je mets 3 ans à travailler sur un projet, lui aussi il met 3 ans à travailler sur un projet parce qu'il m'accompagne depuis le début. Il me conseille. Je suis quelqu'un qui doute énormément. Il me relève souvent aussi. Puis David Fourré, c'est non seulement un éditeur photo talentueux, mais en plus il a la sensibilité, l'intelligence et le truc littéraire, quoi. C'est-à-dire qu'il me renvoyait les textes en me soulignant des choses, en soulignant les lourdeurs, et tout ce qu'il me conseillait, c'est toujours très juste. Donc oui, on construit pas à pas tous les deux les livres. Oreille coupée, c'est une série sur laquelle j'ai commencé à réfléchir quand j'étais à La Réunion. À nouveau, on allait rentrer dans l'Aveyron. J'avais eu cette information
qu'un loup, un loup mâle s'était installé. Et ce loup, c'était pas juste un animal. Il arrivait avec le poids du mythe, avec le poids de la légende. Moi, je vis dans la vallée du Lot. On est sur le territoire au-delà du Gévaudan, mais on se touche, on est vraiment frontalier. Et il y a des victimes de la bête du Gévaudan qu'on dénombre jusque-là. Donc quand j'étais gamin, c'est vraiment quelque chose qui était très prégnant. C'est la légende de la bête, elle était là, et dans la tête d'un gamin, ça travaille, quoi. Mais sur un territoire et un pays qui est dépourvu de loups. Il n'y a pas de loup, il n'y a plus de loup. Le loup a été anéanti, et il n'y a vraiment aucune raison pour que cet animal-là surgisse à nouveau du bois. Il était revenu en France, il avait passé la frontière en 92, mais frontière italienne, mais c'est vrai que l'Italie, bon, ma foi, c'est loin de l'Aveyron. Et non, je me suis pas dit à ce moment-là. Sans doute les naturalistes peut-être se sont dit, mais moi je me suis pas dit. J'avais pas trop d'imagination et je pensais pas qu'il reviendrait. C'est vrai que quand j'ai appris qu'il avait fait son logis des forêts de l'Aubrac, donc 2 hivers de suite, il est identifié, repéré. Et à partir de là, à partir du moment où l'Office français de la biodiversité repère un loup 2 saisons de suite, on considère la zone comme une zone de présence permanente. Je veux parler de ça. Et puis, il y avait aussi une autre raison, c'est qu'en 2016, avec l'arrivée de ce loup, j'ai mon petit garçon qui arrive. Et je me suis dit, quand je marchais dans les bois, il n'y avait pas de loup. Avec cet animal, le rapport à la forêt, je crois qu'il est transformé, le rapport même, comment on pense le chemin, comment on pense tout cet environnement forestier, j'ai l'impression que ça n'a plus grand-chose à voir si le loup est là. Et je me suis dit, mon fils, finalement, il va grandir sur une terre où le loup est là, et quand il va se balader dans les bois, il y aura peut-être ce fantôme à peu de distance. Donc je veux parler de ça, et puis le territoire concerné, Lozère, Cantal, Aveyron, surtout Aveyron, c'est la première zone moutonnière de France. Et malgré ce peu de loups, un loup mâle dans les forêts de l'Aubrac, donc au nord du département, une femelle dans le sud, sur le Larzac, malgré ce peu de loups, eh bien on sent en fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde agricole. Les fourches se lèvent, la louve dans le sud, elle disparaît. Quelques années auparavant, il y avait déjà eu une première incursion d'un loup qui avait comme ça attaqué plusieurs troupeaux. Eh bien, ce loup, 2 semaines après, on a retrouvé une patte sur la porte de la mairie et une patte sur la porte du cimetière. Donc ça dit quand même comment le monde paysan envisage ce retour-là. Et comme dans les saisons noires, j'avais photographié les paysans, j'avais envie d'y retourner, puis peut-être de confronter cette réalité-là. Ces 2 réalités, réalité du sauvage, d'un réensauvagement peut-être, et puis d'une réalité paysanne. Donc je commence à travailler sur le sujet. Je me rends aux archives, parce que sur des travaux précédents, je me suis rendu compte que les archives départementales, c'est un puits sans fond d'idées, de choses et d'autres à aller glaner. Ouais, ça devrait être presque enseigné dans les écoles de photo, la nécessité de se rendre dans les archives départementales quand on veut travailler sur un sujet, parce que même si on a l'impression en fait, qu'on n'y trouvera rien, même si on n'y trouve rien, on trouvera quand même quelque chose qui apportera de l'eau au moulin. Donc je commence à travailler aux archives départementales et je recherche les occurrences. Je me dirige vers des liasses où je trouve des documents, tous les documents qui ont servi à son anéantissement. Donc les battues qui sont organisées à l'époque, les mairies demandaient l'autorisation en dénombrant le nombre d'agents de louveterie, le nombre de fusils, le nombre de rabatteurs, le résultat des battues. Et puis je tombe sur une liasse qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'elle parle d'un paysan qui vivait pas très très loin de chez moi, à quelques centaines de mètres, dans les années la fin du 19e, donc on est vraiment sur la toute fin du loup sur le territoire. 1898, un paysan, à 6h du matin, pose sur la table du maire une louve.
On est encore à l'époque des primes pour toute louve abattue, louve pleine, loup et louveteau. On a des primes. Et pour avoir cette prime, il y a besoin d'apporter une preuve. Donc on coupe l'oreille de cette louve, on l'envoie à Paris. Et puis quelques mois après, le paysan reçoit sa prime de 200 francs. Et j'étais assis dans les archives, à cette table, dans le silence, là, et puis j'ai imaginé, à 6 heures du matin, cette louve avec l'oreille coupée. J'ai imaginé son spectre se détacher de ce corps, et puis se détacher, puis filer dans les bois. Voilà, un fantôme, le fantôme d'une louve. Et j'ai imaginé ce spectre errer dans les bois pendant quelque chose comme 120 ans, jusqu'à croiser la trace de ce mâle qui était sur le territoire, qui s'était installé en 2016. Et voilà, c'est le début de la série. C'est comme ça que je débute cette histoire. Et puis il y avait une troisième occurrence dans les archives, la rage. On a tout oublié de la rage parce que maintenant la rage a disparu. Mais avant le vaccin, quand on était mordu par un animal enragé et quand le virus avait été inoculé, on n'avait aucune chance de s'en sortir. Et un loup enragé, c'est un loup déjà qui a un désordre neurologique, un désordre comportemental qui est très agressif et qui éprouve une inflammation très importante au niveau du pharynx. Mais ce qui est vrai pour le loup est vrai pour l'homme, est vrai pour les cochons, est vrai pour tous les animaux, enfin tous les êtres vivants qui sont enragés. Ils ont ce trouble inflammatoire au niveau de la gorge, ce qui fait que l'animal, l'homme atteint, ne peut plus rien ingurgiter, ne peut plus boire, ne peut plus manger. Donc un loup qui est enragé, et des loups qui sont enragés, parce que parfois... En l'occurrence, l'alias que j'ai trouvé, c'était un rapport de médecin sur 2 loups enragés. Donc des loups enragés qui arrivent sur un hameau, ils vont s'attaquer à tout ce qui bouge. Les enfants, les vieillards, les hommes, les femmes, sans tuer, parce qu'ils ne peuvent pas avaler. Donc ils déchirent le visage, le crâne, ils mordent partout, toutes les zones qui sont accessibles, et puis ils s'échappent et ils attaquent à nouveau quelqu'un d'autre. Et donc on a des victimes qui sont blessées, qui ne sont pas mortes, qui ne mourront pas de l'attaque directe du loup. En revanche, comme le loup a une mâchoire qui est quand même autrement plus puissante que celle du chien, si un loup enragé mord, il y a quand même toute chance pour que le virus ait été inoculé. Et pour ces attaques-là de loups enragés, je pense, parce que les rapports, c'est toujours les rapports des médecins que l'on trouve dans les archives, c'est toujours en rapport avec des attaques de loups enragés. Je pense qu'il y avait une obligation, quand il s'agissait de loups, d'établir un rapport. Donc on avait des médecins du 18e, du 19e, qui ont déjà une écriture, on tombe sur des documents qui sont en eux-mêmes de toute beauté, c'est des parchemins avec des écritures en arabesque très belles, et puis et une manière de s'exprimer très littéraire, et on plonge littéralement dans l'agonie de ces victimes-là. Le rapport sur lequel je me suis appuyé, que j'ai retranscrit pour une bonne part et que j'ai commenté dans le bouquin, c'est un rapport qui fait état d'une famille attaquée, un vieillard et puis ses 2 belles-filles qui sont attaquées à peu près au même moment à 10-15 minutes d'intervalle. Et le rapport, il explique l'attaque, que le médecin il ne fait que retranscrire ce qu'on lui a raconté. Et après, il rentre dans le récit du mois et des jours qui succèdent. Et c'est terrible. C'est absolument terrible. On a les soins déjà à base de cautérisation au fer rouge, d'arsenic, ou les personnes qui ont été blessées manquent de tourner de l'œil avec le curé à côté du médecin qui s'active, et puis un rétablissement avec des petites choses, des signes cliniques quand même qui mettent le doute au médecin, des céphalées, des insomnies, un état de tristesse. Et après, la rentrée littéralement dans
ouais, dans la maladie, avec les désordres neurologiques. Et il y a notamment une des belles filles là, qui, à la toute fin, qui se met à crier en disant sortez, sortez, je sens que je vais vous mordre. Et c'est vraiment, ouais, c'est une plongée ouais, dans quelque chose de vraiment, vraiment terrible. Et à la lecture de ces rapports, j'ai compris finalement pourquoi le loup était tant maudit. Bien sûr, parce que ça fait longtemps que entre l'homme et le loup, il y a l'agneau, et que, a fortiori à l'époque où on avait des petits cheptels, où c'était des paysans pauvres, un troupeau qui était attaqué, ça pouvait être absolument catastrophique, mais on peut quand même imaginer assez facilement à quel point l'éruption d'une meute de loups enragés, ou même d'un loup enragé dans un village, et la destruction qui s'en suivait, on peut imaginer à quel point les esprits ont pu être marqués, mais sur sans doute des siècles. Moi, je suis retourné à l'endroit justement où s'est passé cet événement, et puis j'ai rencontré un monsieur. Évidemment, sa mère n'avait pas vécu, mais en avait entendu parler. Et donc, c'était vraiment quelque chose, en fait, qui s'était transmis, qui se transmettait. Et peut-être qu'à l'époque, même, à l'époque où la rage était inconnue, on considérait que les loups enragés étaient des loups parfaitement normaux et communs. Et on confondait le loup enragé et le loup commun, qui sont très différents dans leur comportement et dans leur dangerosité. Donc, je me suis dit que sans doute, la peur du loup, elle nichait aussi à cet endroit, dans le virus de la rage. Alors l'argentique, au fil des années, a pris le pas sur le numérique. Souvent, maintenant le numérique, je m'en sers comme d'une simple cellule. Et en tout cas pour ces travaux de fond, je prends beaucoup plus de plaisir à bosser avec du moyen format argentique. Donc l'outil s'est imposé. Mais je continue quand même à me servir d'un 24-36 numérique. Donc paysage et portrait de paysans. Et puis comme j'aime bien quand même d'un projet à l'autre apporter quelque chose de nouveau. Tropique, c'était de la fiction, des textes. J'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie de faire la même chose. Et le risque là quand même, c'est d'être trop près des saisons noires, parce que quand je suis sur le même territoire, je vais photographier des paysans, des forêts. Vraiment, je risque vraiment de me répéter. J'ai pas envie, et puis j'ai pas envie non plus de trouver que, enfin, de m'ennuyer. Et puis je suis confronté à une difficulté, c'est que je vais parler du loup. Je sais que je veux pas que parler du loup, je veux parler du monde sauvage. Et je veux parler de ses proies. Donc je vais parler des animaux. Et je suis absolument pas photographe animalier. Je n'ai pas de matériel adéquat. Mon moyen format argentique, il fait beaucoup trop de bruit. Donc il est vraiment pas adapté à la situation. J'ai pas envie de m'équiper pour faire de l'animalier, parce que moi ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, j'ai pas. Il y a des photographes animaliers que je respecte vraiment, parce que qui font des très très belles choses, mais moi c'est pas une posture de photographe qui m'intéresse. Et puis je sais pas comment j'ai entendu parler de ces pièges photos dont se servent beaucoup les chasseurs, l'Office français de la biodiversité, certains naturalistes, des petites boîtes qui se sont démocratisées, qu'on trouve très facilement, qui coûtent pas très cher, qu'on fixe à un arbre avec une sangle. Pas d'autre programmation que d'appuyer sur On. La seule chose importante pour mon récit, c'est évidemment de déceler la trace des animaux, de mettre l'appareil au bon endroit, là où il y a du passage, et puis de regarder ce qui rentre dans le cadre. Un arbre, des branches, voilà tout. Cette économie me plaît. J'ai souvent une photographie qui est très nette, on sent que les choses sont pas faites par hasard, très réfléchies, et souvent trop réfléchies. Je manque un peu je sais pas comment dire ça, mais de désordre, je trouve. J'aimerais bien aller davantage vers le désordre, mais je manque de désordre. Donc quelque chose qui est assez maîtrisé. Et là, ce qui me plaît justement, c'est que je maîtrise rien. Je serais même pas là pour appuyer sur le déclencheur. Finalement, ce sont les animaux qui appuient sur le déclencheur par leur passage. Et ouais,
premier processus me plaît. Je pose mes pièges photos et puis de temps en temps, je vais les relever. Il y a d'abord le plaisir, comme quand on reçoit un négatif argentique, de découvrir ce qu'il y a dessus quand on passe le scan. Là, c'est un peu pareil. Je décroche mon appareil photo, je m'assois contre l'arbre sur lequel j'ai fixé l'appareil et puis je passe en revue. Alors, des fois, il n'y a rien. C'est la déception. Et puis, des fois, c'est une petite foule animale qui passe devant. Un blaireau, le renard, beaucoup de cervidés, beaucoup de chevreuils par chez moi. Un cerf qui va se mettre en pile dans l'axe d'un arbre. Enfin, deux biches qui se mettent dans une position qui broutent en même temps et on voit la tête de la deuxième entre les pattes de la première et ça fait une photo qui est vraiment de toute beauté. Alors pas exactement de toute beauté parce que le rendu de ces pièges photos, il n'est pas très beau. Enfin, en tout cas, c'est pas l'idée que je me fais d'une photographie qui a des aspérités. En tout cas, une photographie qui raconte. C'est des photographies que je trouve quand même assez plates, assez pixelisées et pas un pixel qui est doux, non, en tout cas, le rendu en tant que tel, il me plaît pas beaucoup. Et je réfléchis à comment transcrire ça, comment retrouver la grâce des bêtes. Je pense à un procédé qui est maintenant beaucoup plus utilisé, hein, le cyanotype. Je pense à lui parce que j'ai acquis il y a quelques temps auparavant sa pratique, voilà, les premières connaissances. Hein. Je sais comment ça fonctionne. Je sais aussi que ça coûte pas cher. Comme je sais que je sais pas trop où je vais, donc il va me falloir travailler, chercher, cheminer, donc j'ai besoin d'un procédé quand même qui est assez économique. Je commence à tirer des négatifs à partir de ces photographies issues de ces pièges photos. Donc je fais des négatifs qui sont réellement négatifs, donc c'est sur des feuilles A4 de feuilles transparentes pour les rétroprojecteurs, donc je fais des négatifs qui sont négatifs, et à la fois des négatifs qui sont positifs, et je badigeonne mes feuilles, je pose les négatifs, je fais passer ça à la lumière un certain temps, j'enlève mon négatif, et puis là il y a une première image, un peu verte, un peu jaune, un bleu assez profond, mais le cyanotype qui est accompli, c'est un cyanotype qui est rincé à l'eau. Donc moi, pas un peu bêtement, mais je viens d'apprendre ma petite leçon, donc je rince mes cyanotypes, et puis ce bleu il me plaît, mais le blanc il me plaît pas trop, parce que c'est une série quand même qui est assez nocturne, assez silencieuse, un peu mystérieuse, et ce blanc éclatant, il convient pas à la série. Donc j'essaye de le couper au thé, couper au café. Je vois passer des choses très belles, des gens qui coupent leur cyanotype, je cherche à m'approcher de ce qu'ils font. Je demande autour de moi, on parle de tannin, je fais des essais mais sans jamais toucher, arriver précisément là où je veux aller. Ça ne correspond pas encore. Et puis il y a cette image dont je viens de parler, quand on soulève le négatif, de ses premières formes, on voit l'animal avec le vert en vert et jaune, cette couleur qui doit partir et qui deviendra blanche si je la passe sous l'eau. Et souvent, quand j'enlève le négatif, je me dis « Oh, c'est beau !» Je parle tout seul, en fait. Je suis à la maison, je lève le négatif et je dis « C'est beau !» Et malgré ça, je trouve ça beau et puis je vais rincer ça, en fait. Je fais disparaître ce qui est beau. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais t'es un peu con quand même. En fait, tu cherches quelque chose que tu as sous les yeux depuis le début, que tu trouves beau, tu le dis en plus à haute voix, tu dis c'est beau, tout est là en fait, c'est très nocturne ce que je vois, et donc je décide de garder cette vision-là. Je la scanne, je mets mes cyanotypes que je n'ai pas rincés dans un tiroir, et puis je les laisse plusieurs semaines, puis ils finissent par disparaître doucement, et à force de réfléchir à cela, je me dis qu'il y a pas mal de choses qui s'emboîtent. On est sur du cyanotype, on est sur de la trace. La lumière qui trace comme ça l'image sur le papier, ça renvoie quand même à la bête. Les cyanotypes que je mets dans le tiroir et les cyanotypes qui disparaissent, comme les empreintes vont disparaître dans l'humus. Et petit à petit, je me rends compte que la forme a retrouvé
le fond. En fait, les deux ont fait lit commun et j'y étais. J'étais bon en fait. Donc je suis parti sur cette esthétique-là. Et à la toute fin du projet, j'avais mes images comme ça sur le téléphone. Et puis quand je rencontrais des naturalistes ou des paysans, je leur montrais un peu. Et un naturaliste en Lozère, il regarde les images et puis il me dit, il s'arrête et il me dit là, tes images des animaux, c'est vraiment très frappant hein, parce qu'il me dit, tu sais que le loup, il est dichromate, comme tous les mammifères, hein, pas les hommes, nous on est trichromate, parce que, si j'ai bien compris, quand on est devenu arboricole et qu'il nous a fallu voir la couleur des fruits, on est devenu trichromate. Mais les autres mammifères, pour la plupart, sont dichromates, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent ou ils ne voient qu'en bleu, vert plus ou moins jaune. Et il me dit ça et ça me... Ouais, j'ai un frisson qui me parcourt les chines et ouais. C'est la cerise sur le gâteau, voilà, c'est le merveilleux de la photographie quand tu passes du temps à travailler. Et si j'avais fait ma série en 2 mois, ben ce hasard-là et ce miracle-là ne serait pas arrivé. Et c'est quand tu prends ton temps, t'es pas à l'abri que le merveilleux oui, surgisse de nulle part, quoi. Le fruit de ces 3 ans de recherche, alors c'est mon éditeur qui a trouvé ça, une enquête écologique et sociologique sur les pas du loup, parce que j'allais parler du retour du sauvage, du comportement des bêtes, et en même temps parce que j'allais interroger des paysans, leur donner la parole. J'ai retranscrit leurs paroles mot à mot, hein, et j'ai essayé de me tenir sur une ligne de crête. Ouais, évidemment, je suis parti fasciné et habité et joyeux hein, de ce retour. Mais quand même, j'essaye de rester sur cette ligne et puis d'entendre aussi les difficultés, la peur, hein, la peur que suscite ce retour. Et le fruit de ces 3 années, c'est à nouveau un livre aux éditions La Main Donne. Avec David, j'ai travaillé pendant 3 ans, du début jusqu'à la fin. Il a suivi hein, tous les cyanotypes virés, le long et lent cheminement. Et puis il a toujours des très très belles idées éditoriales, parce que c'est vrai que le livre photo, c'est un milieu éditorial qui est très créatif. Très très créatif, où chaque maison peut-être sans doute regarde ce que fait l'autre, et il n'y a pas vraiment de concurrence, je trouve. C'est assez doux les rapports entre tous, mais par contre ils se nourrissent l'un et l'autre, et avec des choses, un livre photo aujourd'hui c'est très différent du livre photo d'il y a une vingtaine d'années. Et dans Oreille coupée, dans ce bouquin, il a mêlé, David a fait le choix, il me l'a... J'ai presque bataillé contre, parce que le cyanotype sont imprimés sur un papier très fin, très doux, très voilà, qui est un peu vaporeux et qui correspond bien à l'aspect très furtif, fugitif de l'animal. Mais comme c'est un papier très mat, les couleurs avaient tendance à être un peu enterrées, et je perdais l'éclat. Et il a tenu bon. Et puis moi, je n'ai pas trop insisté non plus, parce que quand même, je me suis rendu compte au fil des années que il avait souvent, pour ne pas dire toujours, raison. Mais donc j'ai lâché prise assez rapidement. Et puis quand j'ai tenu le livre dans les mains, et quand tu feuillettes et que tu fais passer ces pages, évidemment, en fait, le papier était, ce papier-là était au bon endroit. Je photographie mon quotidien, ce qui m'entoure. Et après, sans doute comme tous les photographes, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas que ce que l'on est en train de photographier. Évidemment, un petit peu comme la photographie des tripes du début. C'est pas une photographie, elle raconte, elle contient tellement d'informations sur celui qui l'a photographié, et puis ce qu'il a voulu dire, et essayer d'aller au-delà de la seule scène. À la toute fin, je me rends compte que chacune de mes séries
nourri très directement de ce que je suis en train de vivre, de mon environnement immédiat, mais sans doute pour raconter, pour dessiner, pour dire quelque chose ouais, qui dépasse cette seule expérience, qui dépasse le seuil intime. Mais pour ça, évidemment, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de l'œil des autres. Euh, c'est bien les autres qui vont quand même donner de la vie à ma photographie, et c'est par les autres ouais, qu'elle va se déployer et qu'elle va atteindre ses objectifs.